Bonsoir et bienvenue sur Histoire de rêver. Ce soir, je vous emmène dans un récit dur, troublant, profondément marqué par la solitude et la souffrance. Le livre n'ayant pas de chapitre, j'ai pris la liberté de le découper en plusieurs parties afin de ne pas avoir d'enregistrement trop long en une seule fois. Voici Carrie de Stephen King. Première partie, le jeu du sang, mystérieuse pluie de pierres. Selon plusieurs témoins dignes de foi, une pluie de pierres s'est subitement abattue sur Carlin Street, dans la ville de Chamberlain, le 17 août. Les pierres sont tombées pour la plupart sur la maison de Madame Margaret White, endommageant gravement le toit et provoquant le descellement de 2 chéneaux et d'une descente d'écoulement. Les dégâts sont estimés à environ $25. Madame White, qui est veuve, habite avec sa fille Carrietta, âgée de 3 ans. Il n'a pas été possible de joindre Madame White pour recueillir son témoignage. Personne ne fut réellement surpris lorsque se produisit la chose, non pas du moins au niveau du subconscient où s'engendrent et se développent les notions sauvages primitives. En surface, toutes les filles présentes dans la salle de douche furent sidérées, surexcitées, confondues ou simplement enchantées que cette garce de White en ait une fois de plus pris plein les gencives. Certaines d'entre elles manifestèrent peut-être leur surprise, mais bien entendu, cette surprise était feinte. Carrie était la compagne de classe de plusieurs d'entre elles depuis la 9e, et la chose s'était développée depuis ce temps-là. Développée lentement, immuablement, selon toutes les lois qui gouvernent la nature humaine, développée avec la précision d'une réaction en chaîne approchant de la masse critique. Ce qu'aucune ne savait, bien sûr, c'était que Carrie White était télécinétique. Inscription gravée sur un bureau de l'école primaire de Barker Street à Chamberlain. Carrie White, bouffe de la merde. Le vestiaire retentissait de cris, d'échos et du crépitement liquide des douches éclaboussant le carrelage. Les filles avaient joué au volley-ball pendant la récréation et leur transpiration était légère et fraîche. Elles s'étiraient, ondulaient, sous le jaillissement d'eau chaude, poussaient des glapissements, s'aspergeaient, se glissaient des pains de savon blanc. Carrie se tenait massivement plantée au milieu d'elles, grenouille bœuf parmi les cygnes. Elle était courtaude, épaisse, avec la nuque, les épaules et les fesses constellées de taches de son et ses cheveux trempés dépourvus de couleur. Ses mèches plates collées au visage, dégoulinantes, maussades, elle restait plantée là, tête penchée, ruisselante, inerte sous la douche. Elle avait tout de la victime expiatoire, du souffre-douleur, du canard boiteux, de la fille qu'on met en boîte à chaque instant, qui croit aux tasses à anse pour gaucher, et la réalité correspondait aux apparences. Elle ne cessait de regretter avec amertume l'absence à Ewan School de douches individuelles, donc privées, comme dans les collèges de Westover et Lewiston. Les autres avaient la manie de la dévisager. Elle la dévisageait toujours. Une à une, les douches s'arrêtèrent. Les filles ôtèrent leurs bonnets de bain au ton pastel, se frictionnant, se vaporisant au déodorant, vérifiant l'heure à la pendule au haut de la porte, accrochant leur soutien-gorge, enfilant leurs petites culottes. Une vapeur humide flottait dans la pièce. On aurait pu se croire dans un hammam égyptien. N'était le clapotis permanent du bassin de rinçage. Appels, cris d'oiseaux, sifflements ricochent sur un rythme de boules de billard entrechoquées sur le tapis vert. Alors Tommy m'a dit qu'il le trouvait affreux sur moi et... Je sors avec ma sœur et son mari. Il se met les doigts dans le nez, mais elle aussi. Alors dans le fond, ils sont très... La douche après la classe est... trop radin pour lâcher 1 centime, merde. Alors Cindy et moi, on...
Miss Desjardins, leur professeur de gymnastique, mince et sans poitrine, promena un rapide regard circulaire sur la salle et frappa dans ses mains d'un geste vif. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends, Carrie ? Le jugement dernier ? La cloche dans 5 minutes. » Son short était d'une blancheur éblouissante, ses jambes d'un galbe médiocre mais frappantes par leur musculature discrète. Un sifflet d'argent, gagné au collège dans un concours de tir à l'arc, pendait à son cou. Les filles se mirent à glousser et Carrie releva la tête. Lentement, son regard se détourna sous la bruyante cataracte chaude et drue. Ouin! À cet étrange coassement, ridiculement assorti à son aspect, les filles recommencèrent à rire. Sous Snell fouetta l'air de la serviette dont elle s'était frictionné la tête avec la prestesse d'un illusionniste, achevant un tour magique, et se mit à se peigner les cheveux à coups rapides. Miss Desjardins eut un geste excédé de la main à l'adresse de Carrie et sortit. Carrie tourna le robinet de la douche. L'eau cessa de couler avec un bruit de gargouillis. Ce ne fut qu'à l'instant où elle s'écarta de la douche qu'elles virent tout le sang qui lui coulait le long de la jambe. Si aucune manifestation de télékinésie n'a été constatée chez la jeune Carrietta White lors de sa petite enfance, cela tient sans conteste à cette particularité mise en lumière par White et Sterney dans la conclusion de leur étude. La télékinésie est cette explication d'un don naturel. La capacité de mouvoir des objets par le seul effort de volonté ne se manifeste que dans les moments d'extrême tension nerveuse. Ce don reste profondément enfoui dans l'individu. Sinon, comment serait-il resté submergé durant des siècles tel un iceberg dont seule apparaît l'extrémité supérieure à la surface d'une mer de charlatanerie ? Nous ne pouvons fonder nos conclusions dans le cas qui nous occupe que sur des rumeurs et des rapports imprécis. Mais ces simples données suffisent à indiquer la présence chez Carrie White d'un potentiel de TK d'une exceptionnelle importance. Le grand drame, c'est que nous sommes tous aujourd'hui plus ou moins désarmés devant ces problèmes. « Elle a ses ours !» Chris Sargensen, la première, lança la formule en scandalant les syllabes. Les mots ricochèrent contre les murs carrelés et se répercutèrent dans la longue pièce sonore. Sous Snell émit une sorte de ricanement nasal et ressentit un mélange de haine, de répulsion, d'exaspération et de pitié. Elle avait l'air tellement cloche, cette folle plantée là, sans rien comprendre à ce qui se passait. Bon Dieu, c'était à croire que jamais... « Elle a ses ours !» Cela devenait une rengaine, une incantation. Une des filles dans le fond de la salle, peut-être était-ce encore Argensen, Sue n'aurait pu l'assurer dans ce tintamarre d'écho, hurlait « Mets-y un bouchon !» avec une vulgarité agressive, sans retenue. « Elle a ses ours, ses ours, ses ours !» Carrie se tenait immobile, stupide, au centre du cercle qui se formait autour d'elle, la peau ruisselante de perles d'eau. Elle restait là, sans réaction, comme un bœuf, se sachant l'objet de la risée générale, comme toujours, décontenancée mais sans surprise. Sue sentit s'accroître son dégoût en voyant les premières gouttes sombres de sang menstruel s'étaler sur le carrelage en taches rondes, comme des pièces de 10 cents. « Mais enfin, Carrie, tu as tes règles !» s'exclama-t-elle. « Va te laver. » Ouin ! Carrie promena autour d'elle un regard bovin. Ses cheveux lui collaient aux joues comme un casque moulant. Un cercle d'acné lui ponctuait une épaule. À 16 ans, les reflets fugaces de la souffrance se lisaient déjà clairement dans son regard. « Elle croit que ça sert de rouge à lèvres !» s'écria soudain Ruth Gogan avec un air de joie secrète, puis elle éclata de rire.
Sue se souvint plus tard de cette réflexion qui s'inscrivait dans un tableau d'ensemble, mais pour l'instant, ce n'était qu'un bruit inepte de plus dans le chahut général. 16 ans. Elle réfléchit. Elle doit savoir ce qui lui arrive, elle. De nouvelles gouttes de sang. Carrie, clignant des yeux, considéra autour d'elle ses camarades avec une stupéfaction lente. Hélène Shear se détourna et fit semblant de vomir. « Tu saignes !» cria brusquement Sue avec violence. « Tu saignes, grosse méduse !» Carrie baissa les yeux et regarda ses jambes. Elle se mit à pousser des cris perçants. L'écho de ses clameurs s'amplifia dans le vestiaire humide. Soudain, un tampon hygiénique la frappa à la poitrine et tomba à ses pieds avec un choc mou. Une fleur rouge imbiba le coton absorbant et s'épanouit. Puis, les rires dégoûtés, méprisants, horrifiés, parurent s'amplifier pour se muer en une agressivité malfaisante, et les filles se mirent à lancer sur Carrie des tampons et des serviettes hygiéniques tirés les uns de leurs sacs, les autres du distributeur cassé accroché au mur. Les projectiles volaient comme des flocons de neige et le refrain devint « Mais y un bouchon, mais y un bouchon !» Sue bombardait aussi Carrie, tout en faisant chorus avec les autres, incertaine du sens de ses gestes. Une sorte d'envoûtement s'était emparé de son esprit, il rayonnait comme une lumière au néon. Il n'y a pas vraiment de mal à faire ça, pas vraiment de mal, pas vraiment. Cette phrase s'inscrivait toujours dans sa tête, lumineuse, rassurante, lorsque Carrie se mit soudain à hurler de désespoir, à reculer en agitant les bras, à pousser des ululements entrecoupés. Les filles s'arrêtèrent, comprenant que le stade de la fission, de l'explosion était atteint. Ce fut à ce point que, rétrospectivement, certaines d'entre elles ressentirent, affirmèrent-elles, une vive stupéfaction. Et pourtant, des années s'étaient écoulées, des années passées à mettre en portefeuille le lit de Carrie au camp des jeunesses chrétiennes, et j'ai trouvé ce billet doux de Carrie à Flash Bobby Pickett. On va le recopier et le faire circuler, ou cachons-lui sa culotte, ou mettons ce serpent dans sa chaussure, ou faisons-lui boire la tasse à la piscine. Carrie, toujours à la traîne pendant les balades à vélo, traitée une année de méduse et la suivante de face de paix, exhalant toujours des relents de sueur, incapable de suivre les autres, se piquant aux orties en urinant dans les buissons à la grande joie des autres. « Et gratte-cul, ça te picote tes fesses ?» Billy Peanut, qui lui étala du beurre de cacahuète dans les cheveux le jour où elle s'était endormie à l'étude. Les pinsons, les jambes tendues pour lui faire des croche-pieds dans les couloirs de l'école, les livres jetés à bas de son bureau, la carte postale obscène glissée dans son sac, et Carrie au pique-nique paroissial s'agenouillant avec maladresse pour prier, et la couture de sa vieille jupe de coton qui craque le long de sa fermeture éclair avec un sifflement de ventilateur. Carrie qui manque invariablement la balle, même à la balle au camp, qui tombe à plat ventre en classe de danse moderne et se casse une dent, qui se prend dans le filet en jouant au volley-ball, dont les bas ont toujours des mailles filées ou prêtes à filer, dont les blouses sont toujours auréolées de sueur aux aisselles. Et même le jour où Chris Argensen lui a téléphoné de la fruiterie Kelly dans le bas de la ville pour lui demander si elle savait que Carrie s'écrivait K-Carrie. Soudain, cette accumulation de brimades cristallise et la masse critique est atteinte. L'ultime degré de la méchanceté, de la vacherie dans le coup bas, si longtemps recherché, est trouvé. Le frisson. Elle trébucha en arrière, hurlant dans le silence qui venait de s'établir. Ses avant-bras massifs croisés devant la figure, un tampon planté au milieu de sa toison pubienne. Les filles l'observaient avec une expression solennelle,
dans leurs yeux brillants. Carrie recula jusqu'au fond de l'un des 4 grands compartiments de la douche et, lentement, s'affala sur le sol, adossée à la cloison. De longs gémissements irrépressibles s'échappaient de ses lèvres. Ses yeux chavirés, noyés de larmes, roulaient dans les orbites, évoquant ceux d'un porc à l'abattoir. D'une voix hésitante, Sue déclara : « Je crois que ça doit être la première fois de sa vie qu'elle... » Ce fut alors que la porte s'ouvrit brusquement avec un choc mat et Miss Desjardins fit irruption dans la pièce pour voir ce qui se passait. Les spécialistes, psychologues ou médecins qui ont étudié ce cas s'accordent dans leurs écrits pour déclarer que l'apparition exceptionnellement tardive et traumatisante du cycle menstruel chez Carrie White a pu déclencher en elle le mécanisme d'un don resté latent jusque-là. Il semble incroyable qu'en 1979 encore, Carrie ignorait tout du phénomène de la menstruation chez les femmes nubiles. Il est tout aussi difficile d'admettre que la mère de la jeune fille lui ait laissé atteindre l'âge de presque 17 ans sans consulter un gynécologue au sujet de l'absence du cycle menstruel chez sa fille. Cependant, les faits sont indiscutables. Lorsque Carrie se rendit compte qu'elle saignait par son orifice vaginal, elle n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait. L'une de ses camarades survivantes, Ruth Gogan, raconte qu'1 an avant les événements qui nous concernent, en entrant dans le vestiaire des filles au collège d'Ewen, elle vit Carrie en train d'utiliser un tampon hygiénique pour essuyer son rouge à lèvres. Miss Gogan lui avait alors dit « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Et Miss White répondit « Ce n'est pas bien ?» Miss Gogan lui avait déclaré « Mais si, mais... bien sûr. » Ruth Gogan avait raconté la scène à un certain nombre de ses amis. Plus tard, elle déclara à cet intervieweur qu'elle avait trouvé ça assez attendrissant. Et si l'une d'entre elles, par la suite, tenta d'expliquer à Carrie la destination exacte de l'objet dont elle se servait, sans doute s'imaginait-elle une fois de plus qu'on se moquait d'elle. Elle était sur ce point devenue à la longue d'une extrême méfiance. La sonnerie de la cloche s'interrompit. Une fois les filles sorties pour regagner leur classe, plusieurs s'étaient faufilées discrètement au dehors par la porte du fond avant que Miss Desjardins puisse relever leur nom. Miss Desjardins employa la méthode classique devant les cas d'hystérie. Elle gifla Carrie sans ménagement. Elle aurait difficilement admis le plaisir qu'elle avait pris à faire ce geste et aurait à coup sûr nié qu'elle considérait Carrie comme un tas de saindoux géniards. Dans sa première année d'enseignement, elle s'efforçait encore de croire que tous les élèves étaient de bons éléments. Carrie leva sur elle un regard hébété, le visage encore animé de contractions convulsives. « Miss D... » « Relève-toi, » dit Miss Desjardins d'un ton froid. « Relève-toi et mets-toi ce qu'il faut. »« Mais j'arrête pas de saigner !» hurla Carrie. Elle tendit une main hésitante, comme à l'aveuglette, et agrippa le short blanc de Miss Desjardins, y laissant une empreinte sanglante. « Tu... » Le professeur de gym se crispa en une grimace de dégoût et d'un mouvement brusque. Elle hissa Carrie, vacillante sur ses pieds. « Va là-bas !» Carrie restait debout, oscillant entre les rangées de douches et le mur où était accroché le distributeur de serviettes hygiéniques. Prostrée en avant, les seins pointant vers le sol, les bras pendants, inerte, elle ressemblait à un singe. Elle avait les yeux aqueux, le regard vide. « Voyons, » reprit Miss Desjardins d'une voix sifflante, appuyée. « Tu tires une de ces serviettes de l'appareil. Non, ne t'occupe pas de la fente pour les pièces, de toute façon il est cassé. Allez, prends-en une, mais prends-la, bon sang. On dirait que tu n'as jamais eu tes règles. » « Mes règles ?» fit Carrie.
Son expression d'étonnement était trop véridique, trop chargée d'incompréhension horrifiée pour être niée ou traitée par le mépris. Un terrible pressentiment se fit jour dans l'esprit de Rita Desjardins. C'était incroyable, inconcevable. Elle-même avait eu ses règles peu après son 11e anniversaire et s'était précipitée au bas de l'escalier pour crier « Mens, mens, j'ai mes Anglais !» Carrie, enchaîna Miss Desjardins. Elle s'avança vers la fille. Carrie eut un brusque mouvement de recul. Au même instant, une rangée de battes de baseball alignées contre le mur s'écroula dans une cascade d'entrechoquements sonores. Rita Desjardins sursauta. « Carrie, c'est la première fois que tu as tes règles ?» Mais maintenant qu'elle s'était faite à cette idée, la question devenait presque superflue. L'écoulement sombre persistait avec une régularité impressionnante. Les 2 jambes de Carrie étaient inondées, comme si elle avait pataugé dans un baquet de sang. « Ça fait mal, » gémit Carrie. « Mon ventre !»« Ça va passer, » dit Miss Desjardins. Elle balançait entre la pitié et la répugnance. « Il faut arrêter l'afflux de sang. Tu dois... » Un éclair blanc jaillit au-dessus de leur tête, accompagné d'une faible explosion, tandis qu'une ampoule s'éteignait, son filament grillé. Miss Desjardins poussa une exclamation de surprise et l'idée l'effleura. Toute cette fichue baraque est en train de s'écrouler. Que ce genre d'incident semblait toujours se produire à proximité de Carrie quand elle était bouleversée, comme si le guignon la suivait alors pas à pas. Cette pensée s'estompa aussi vite qu'elle était venue. Miss Desjardins prit une des serviettes hygiéniques dans le distributeur cassé et la déplia. « Regarde, » dit-elle, « comme ça. » La mère de Carrie White, Margaret White, a donné naissance à sa fille le 21 septembre 1963 dans des circonstances que l'on peut qualifier de bizarres. En fait, celui qui étudie attentivement le cas de Carrie White, en prenant un certain recul, en retire une impression qui prime toutes les autres. Carrie, enfant unique, a vécu dans un contexte familial d'une étrangeté toute particulière. Comme nous l'avons déjà noté, Ralph White est mort en février 1963 à la suite de la chute d'une poutrelle métallique sur un chantier de Portland. Madame White a continué à vivre seule dans leur bungalow de la banlieue de Chamberlain. En raison de la dévotion quasi fanatique des White pour le culte fondamentaliste, Madame White n'a vu personne durant toute la période de deuil. Et quand elle a ressenti les premières douleurs de l'enfantement, 7 mois plus tard, elle était seule. À 1h30 de l'après-midi environ, le 21 septembre, les voisins dans Carlin Street ont entendu des cris qui s'élevaient du bungalow des White. La police, toutefois, ne s'est rendue sur les lieux qu'après 6 heures du soir. À ce retard, ne peuvent être apportées que 2 explications également choquantes. Ou les voisins de Madame White n'avaient aucune envie de se trouver mêlés à une enquête de police, ou la version qu'elle leur inspirait avait pris de telles proportions qu'ils s'étaient délibérément cantonnés dans l'expectative. Madame Georgia McLaughlin, la seule des 3 résidents survivants du quartier qui se trouvait dans la rue à l'époque et avec qui j'ai eu un entretien, m'a déclaré qu'elle n'avait pas alerté la police parce qu'elle croyait ces hurlements provoqués par un état de transe religieuse. Donc, à l'arrivée des policiers à 6h22, les cris commençaient à s'espacer. On a trouvé Madame White dans son lit au 1er étage et l'inspecteur Thomas G. Merton a d'abord cru qu'elle avait été victime d'une agression. Le lit était inondé de sang et un couteau de boucher gisait sur le sol. C'est alors qu'il a vu le bébé encore partiellement enveloppé de la membrane placentaire contre la poitrine de Madame White. Elle avait apparemment coupé elle-même le cordon ombilical avec le couteau.
C'est un défi à l'imagination et à la vraisemblance d'avancer l'hypothèse que Madame Margaret White ignorait qu'elle était enceinte ou même ne comprenait pas le simple sens du mot, et il convint de se rallier plutôt à la version plus raisonnable récemment fournie par J.W. Bankson et George Fielding, selon laquelle le concept de grossesse indissolublement lié dans son esprit avec la notion de péché, de l'accouplement, faisait l'objet d'un blocage mental absolu. Elle avait sans doute refusé tout simplement d'admettre une telle éventualité en ce qui la concernait. Nous disposons du texte de 3 lettres au moins adressées à une amie habitant Kenosha, Wisconsin, qui semble prouver que Madame White s'était crue, à partir du 5e mois, atteinte d'un cancer des organes féminins et vouée à rejoindre à bref délai son mari dans l'autre monde. Lorsque Miss Desjardins conduisit Carrie au bureau, un quart d'heure plus tard, les couloirs étaient heureusement vides. Derrière les portes closes, on percevait le bourdonnement des voix dans les classes où se donnaient les cours. À la longue, les glapissements de Carrie s'étaient interrompus, mais elle avait continué à pleurer sans répit. Pour finir, Desjardins avait mis elle-même en place la serviette, avait nettoyé tant bien que mal la fille avec des serviettes en papier humide et lui avait repassé sa culotte en jersey de coton. À 2 reprises, elle avait essayé de faire comprendre à Carrie la banalité de la menstruation. Mais chaque fois, Carrie s'était plaqué les mains sur les oreilles en sanglotant de plus belle. Dès leur arrivée, M. Morton, le sous-directeur, sortit de son bureau. Billy Deloy et Henri Trainant, 2 garçons qui, assis sur des chaises, attendaient de se faire chapitrer pour avoir séché la classe de français, ouvrirent des yeux ronds. « Entrez, » dit M. Morton d'un ton brusque. « Allons, entrez vite. » Il foudroya du regard par-dessus l'épaule de Miss Desjardins les 2 garçons qui considéraient fixement les empreintes sanglantes sur son short. « Qu'est-ce que vous regardez comme ça ?» « Le sang, » répondit Henri en arborant un sourire ébahi. « 2 heures de retenue, » aboya Morton. Il abaissa les yeux sur cette main rouge en filigrane sur le tissu et battit des paupières. Vivement, il ferma la porte derrière eux et se mit à fouiller le tiroir supérieur de son classeur à la recherche d'un formulaire d'accident. « Vous ne vous sentez pas mal, Carrie, » précisa Miss Desjardins. Carrie White. M. Morton avait enfin déniché un imprimé. Une large tache de café s'y étalait. « Cette formalité ne sera pas nécessaire, M. Morton, » ajouta-t-elle. « Je suppose qu'elle est tombée de la barre fixe. Il faut que nous... Je n'ai pas... » « Non, non, mais je crois qu'on devrait permettre à Carrie de rentrer chez elle tout de suite. Elle a subi un choc violent. » Desjardins eut un regard significatif, mais il ne sut pas le déchiffrer. « Bon, très bien. Si c'est votre avis, d'accord. » Morton fit disparaître le formulaire froissé au fond du tiroir, qu'il referma d'un geste sec, en se coinçant le pouce. Il eut un cri étouffé, pivota avec agilité vers la porte, l'ouvrit à la volée, lança un regard furibond à Billy et Henri et lança « Miss Fish, pouvez-vous m'établir une fiche d'exemption au nom de Carrie White ?»« White » rectifia Miss Desjardins. « White » répéta Morton. Billy Deloy émit un ricanement. « 8 heures de colle !» rugit Morton. Une ampoule pleine de sang se formait sous l'ongle de son pouce, fichtrement douloureux. Carrie n'avait pas cessé de pleurer. Miss Fish apporta le petit imprimé jaune et Morton y griffonna ses initiales avec son stylo-mine d'argent, grimaçant sous la pression douloureuse que subissait son pouce blessé. « Voulez-vous qu'on vous reconduise, Cassie ?» demanda-t-il. « Nous pouvons appeler un taxi si vous voulez. » Elle secoua la tête. Il remarqua avec dégoût une grosse bulle de mucus verdâtre qui lui pendait à la narine.
Morton détourna les yeux pour regarder Miss Desjardins. « Je suis certaine que tout se passera très bien, dit-elle. Carrie n'a qu'à rentrer à pied à Carlin Street. L'air frais lui fera du bien. »« Vous pouvez partir maintenant, Cassie, déclara-t-il magnanime. »« C'est pas mon nom !» hurla-t-elle subitement. Morton se rejeta en arrière et Miss Desjardins sauta comme si on l'avait frappée dans le dos. Le lourd cendrier de céramique posé sur le bureau de Morton, c'était le penseur de Robin avec la tête transformée en réceptacle à mégots, bascula et tomba sur le tapis comme pour échapper à la force de ce cri. Sur la moquette de nylon vert pâle s'éparpillèrent mégots et brins de tabac de pipe calcinés. « Et là, dites donc !» fit Morton en affectant une attitude sévère. « Je crois que vous êtes perturbé, mais cela ne veut pas dire que je dois supporter... » « Je vous en prie, » interrompit d'un ton calme Miss Desjardins. Morton la regarda en clignant des yeux, puis eut un bref signe d'assentiment. Dans l'exercice de ses fonctions qui consistaient essentiellement à faire régner la discipline dans la maison, il s'efforçait de projeter autour de lui l'image d'un John Wayne paternaliste, mais n'y parvenait guère. Les représentants de l'administration, généralement représentés au dîner de la Chambre de commerce, dans l'association des parents et aux cérémonies de l'American Legion, par le directeur Henry Grail, l'avaient baptisé « ce cher mort ». Pour l'ensemble des étudiants, il était plus souvent ce rond de cuir de Mortonneux. Mais comme très peu d'élèves, tels que Billy Deloy et Henri Trainant, prenaient la parole aux réunions des parents d'élèves ou aux séances de la municipalité, le point de vue de l'administration tendait à l'emporter. Ce cher mort, palpant toujours son pouce endolori, gratifia Carrie d'un sourire. « Partez si vous voulez, Miss White, à moins que vous ne préfériez vous asseoir et vous remettre un peu. »« Je vais m'en aller, » marmonna-t-elle en rejetant ses yeux en arrière. Puis elle se leva et se tourna vers Miss Desjardins. Ses yeux dilatés et sombres avaient une sorte d'expression sagace et sans joie. « Elles se sont moquées de moi, m'ont jeté des choses, elles se moquent toujours de moi. » Desjardins ne put que lui lancer un regard affligé.